Histoire grecque, Xénophon, livre premier. Chapitre 1er 411-410 avant Jésus-Christ. Après ces événements et quelques jours écoulés, Timocharès arrive d'Athènes avec un petit nombre de vaisseaux. Aussitôt, les Lacédémoniens et les Athéniens se livrent à un combat naval. Les Lacédémoniens sont vainqueurs, sous la conduite d'Égésandridas. Peu de temps après, au commencement de l'hiver, Dorié, fils de Diagoras, part de Rhodes et arrive dans l'Hellespont au point du jour. La vigie des Athéniens, qui l'annonçait, en donne avis aux stratèges. Ceux-ci font voile contre lui avec 20 vaisseaux. Dorié s'enfuit devant eux et tire ses trirèmes sur terre aux environs du Rhétéum. Les Athéniens s'approchent et engagent le combat sur terre et sur mer, jusqu'à ce qu'ils se retirent à Maditus, vers le reste de l'armée, sans avoir rien fait. Mindar, qui offrait dans Ilion un sacrifice à Minerve, voit le combat et se porte vers la mer à leur secours. Il tire les trirèmes à flot et part pour soutenir les gens de Dorié. Les Athéniens s'avancent à sa rencontre et livrent, près du rivage d'Abydos, une bataille navale qui se prolonge du matin au soir. Il y avait doute sur qui était vainqueur ou vaincu, quand Alcibiade arrive avec 18 navires. Aussitôt, les Péloponnésiens s'enfuient vers Abydos. Pharnabase survient à leur secours et s'avance à cheval dans la mer, aussi loin que possible, combattant lui-même et excitant les cavaliers et les fantassins qui l'accompagnent. Les Péloponnésiens réunissent leurs vaisseaux, se rangent en bataille et combattent près de terre. Les Athéniens s'en retournent à Sestos, après s'être emparés de 30 vaisseaux ennemis qu'ils trouvent vides, et avoir repris les vaisseaux qu'ils avaient perdus. De là, sauf 40 vaisseaux, ils sortent de l'Hellespont et prennent différentes directions pour ramasser de l'argent. Thrasyllus, un des stratèges, cingle vers Athènes pour annoncer cette nouvelle et pour demander des hommes et des vaisseaux. Après cela, Tissaphernes arrive dans l'Hellespont. Alcibiade se rend vers lui avec une seule trirème pour lui apporter des présents hospitaliers et des gages d'amitié. Tissaphernes le fait saisir et enfermer à Sardes, disant que le roi lui a donné l'ordre de faire la guerre aux Athéniens. 30 jours après, Alcibiade, avec Mantithéus, prisonnier en Carie, se procure des chevaux et tous deux s'enfuient de nuit à Clazomène. Les Athéniens de Sestos, apprenant que Mindar va faire voile contre eux avec 600 vaisseaux, s'enfuient de nuit à Cardia. Alcibiade les y rejoint de Clazomène avec 5 trirèmes et un bâtiment côtier. Mais informé que les vaisseaux des Péloponnésiens se sont rendus d'Abydos à Cyzique, il va lui-même par terre à Sestos et ordonne à ses vaisseaux de l'y rejoindre en faisant le tour. Quand ils sont arrivés, comme il était sur le point de lever l'ancre pour aller combattre, Théramène survient avec 20 vaisseaux venant de Macédoine, ainsi que Thrasybule, avec 20 autres vaisseaux venant de Thase, tous deux ayant recueilli de l'argent. Alcibiade leur commande aussitôt d'abattre leurs grandes voiles pour le suivre, et cingle vers Parium. Tous les vaisseaux réunis à Parium, au nombre de 86, partent la nuit suivante, et le lendemain, à l'heure du déjeuner, ils arrivent à Proconèse. Là, ils apprennent que Mindar est à Cyzique, ainsi que Pharnabase, avec les troupes de terre. Ils restent donc toute la journée en cet endroit. Le lendemain, Alcibiade convoque une assemblée où il représente la nécessité d'un combat naval, d'un combat sur terre, d'un combat sous les murs. En effet, dit-il, nous n'avons pas d'argent et les ennemis reçoivent tout en abondance des mains du roi. La veille, quand on avait mouillé, il avait réuni autour de lui tous les vaisseaux, même les petits,
afin que personne ne pût annoncer aux ennemis le nombre des vaisseaux. Et il avait fait proclamer que quiconque serait surpris gagnant le rivage opposé serait puni de mort. L'assemblée dissoute, il se prépare au combat et se dirige sur Cyzique par une pluie battante. Arrivé près de Cyzique, grâce à une éclaircie et aux rayons de soleil, il aperçoit les vaisseaux de Mindar manœuvrant loin du port, de manière à ce qu'il leur coupe la retraite. Il y en avait 60. Les Péloponnésiens, voyant les trirèmes des Athéniens beaucoup plus nombreuses qu'auparavant et déjà près du port, s'enfuient vers la terre. Ils mouillent et font face à l'ennemi qui cingle sur eux. Alcibiade fait faire un détour à ses 20 vaisseaux et descend à terre. Mindar, l'apercevant, descend aussi, combat sur terre et meurt. Les siens prennent la fuite. Les Athéniens ramènent tous les vaisseaux à Proconèse, excepté ceux des Syracusains. Les Syracusains les avaient brûlés eux-mêmes. Le lendemain, les Athéniens cinglent vers Cyzique. Les Cyzicènes, abandonnés des Péloponnésiens et de Tissaphernes, reçoivent les Athéniens. Alcibiade reste 20 jours dans cette ville, reçoit des Cyzicènes de fortes sommes, sans leur faire aucun mal, et se retire à Proconèse. De là, il fait voile vers Périnthe et Célybrie. Les Périnthiens reçoivent l'armée dans leurs murs. Les Célybriens ne la reçoivent pas, mais ils donnent de l'argent. Ensuite, on se rend à Chrysopolis de Chalcédoine, on la fortifie, et on y établit un comptoir qui prélève le 10e sur les vaisseaux venant de l'Euxin. On y laisse une garde de 30 vaisseaux sous les ordres des 2 stratèges Théramène et Eubule, chargés de surveiller la place, ainsi que les vaisseaux qui sortaient, et de faire tout le mal possible aux ennemis. Les autres stratèges se rendent dans l'Hellespont. Hippocrate, second de Mindar, adressait une lettre à Sparte. On la prend. On l'envoie à Athènes. Elle contenait ces mots : « C'en est fait de nos succès, Mindar n'est plus, les hommes ont faim, nous ne savons que faire. » Pharnabase exhorte toute l'armée péloponnésienne et les Syracusains à ne pas se désespérer pour quelques planches. Il n'en manque pas dans le pays du roi. Tout va bien tant que les corps sont saufs. Puis il donne à chacun un habillement et la solde de 2 mois. Il arme en outre les matelots et établit des gardes sur son littoral. Ensuite, il réunit les stratèges des villes et les triérarques, leur ordonne de construire à Antandros autant de trirèmes que chacun en a perdu, leur fournit de l'argent et leur dit de tirer du bois de l'Ida. Pendant que les vaisseaux se construisent, des Syracusains, unis aux habitants d'Antandros, achèvent une partie des murs et sont les mieux tenus des troupes de la garnison. Aussi, à Antandros, le titre de bienfaiteur et le droit de cité est-il accordé aux Syracusains. Pharnabase, ayant tout disposé de la sorte, part sur-le-champ au secours de Chalcédoine. Vers le même temps, il est annoncé aux stratèges syracusains qu'ils sont bannis par le peuple. Ils rassemblent alors leurs soldats, et par l'organe d'Hermocrate, ils déplorent leur malheur d'être tous frappés d'un exil injuste et illégal. Engagent les soldats à être à l'avenir aussi braves que par le passé, à se montrer toujours zélés par leurs devoirs. Puis il leur ordonne de se choisir des chefs jusqu'à l'arrivée de ceux qu'on a nommés à leur place. Les troupes s'écrient qu'ils doivent garder le commandement. C'est surtout le vœu des triérarques, des épibates et des pilotes. Les stratèges leur remontrent qu'il ne faut pas se révolter contre sa patrie et que, si l'on a quelque chose à leur reprocher, on a le droit de la parole. Souvenez-vous, ajoute-t-il, de toutes les victoires navales que vous avez gagnées, de tous les vaisseaux que vous avez pris avec vos seules forces, de toutes les occasions où, réunis à d'autres troupes, vous vous êtes, sous notre commandement, montrés invincibles et solides à votre poste, grâce à votre valeur et à votre dévouement, et sur terre et sur mer. Personne n'ayant rien à leur reprocher, ils restent en fonction jusqu'à l'arrivée des stratèges qui leur succèdent, Démarque, fils d'Épidocus, Miscon, fils de Ménécrate, et Potamis, fils de Cnoxas.
La plupart des triérarques font serment de les faire rappeler en arrivant eux-mêmes à Syracuse, les comblent d'éloges et les laissent se retirer où ils veulent. Ceux surtout qui avaient été particulièrement liés avec Hermocrate le regrettaient à cause de son activité, de son zèle, de son humeur affable. Chaque jour, en effet, matin et soir, il réunissait près de sa tente ceux qu'il savait les plus distingués des triérarques, des pilotes et des épibates, leur communiquait ce qu'il avait l'intention de dire ou de faire, et leur apprenait à parler, en les contraignant tantôt à s'exprimer sans préparation, tantôt après avoir médité. Par là, Hermocrate avait acquis une grande considération dans le conseil. Il était regardé comme parlant le mieux et donnant les meilleurs avis. Comme il avait accusé Tissaphernes à Lacédémone, et que son accusation, soutenue par le témoignage d'Astiochus, avait paru fondée, Hermocrate se rend auprès de Pharnabase, qui lui offre de l'argent avant même qu'il en demande, et il rassemble des troupes mercenaires et des trirèmes pour retourner à Syracuse. Sur ces entrefaites, les successeurs des stratèges syracusains arrivent à Milet, où ils prennent le commandement des vaisseaux et de l'armée. Vers le même temps, il se déclare à Thase une sédition dans laquelle les partisans de Lacédémone et l'armoste lacédémonien Éthéonicus ont le dessous. Le lacédémonien Pasidipas, accusé de l'avoir préparé avec Tissaphernes, est exilé de Sparte. Et comme il avait réuni la flotte des alliés, on envoie Cratésipidas pour en prendre le commandement. Celui-ci la trouve à Chios. À la même époque, et pendant que Thrasilus est à Athènes, Agis fait une sortie de Décélie et vient fourrager jusqu'aux murailles même des Athéniens. Thrasilus sort à la tête des Athéniens et de tous les étrangers qui sont dans la ville et range ses troupes le long du gymnase du lycée, prêt à aller combattre si les ennemis s'avancent. À cette vue, Agis se retire promptement et quelques-uns de ses traînards sont tués par les troupes légères. Les Athéniens, pour ce motif, sont encore plus disposés à accorder à Thrasilus ce qu'il est venu demander, et décrètent qu'il pourra lever 1000 hoplites, 100 cavaliers et 50 trirèmes. Agis, voyant de Décélie de nombreux vaisseaux de blé entrer à pleine voile dans le Pirée, déclare qu'il n'y a aucune utilité à ce que ces troupes bloquent si longtemps les Athéniens du côté de la terre, si on ne les empêche à s'approvisionner par mer. À Lacédémone, les magistrats croient que le meilleur parti est d'envoyer à Chalcédoine et à Byzance Cratistus, fils d'Aristomène, et Cléarque, fils de Ramphius, proxène des Byzantins. Cet avis est adopté, et Cléarque part avec 15 vaisseaux équipés par les Mégariens et les autres alliés. C'étaient plutôt des vaisseaux propres à transporter des soldats que de bons voiliers. Aussi 3 d'entre eux sont-ils coulés bas dans l'Hellespont par les 9 vaisseaux athéniens continuellement occupés à guetter les bâtiments ennemis. Les autres s'enfuient à Sestos, d'où ils se réfugient à Byzance. Ainsi finit cette année, dans laquelle les Carthaginois, sous la conduite d'Hannibal, envahissent la Sicile avec une armée de 10 myriades de soldats et prennent en 3 mois 2 villes grecques, Sélinonte et Hymère. Chapitre 2. L'année suivante, celle de la 93e Olympiade, où Evagoras d'Élis remporta le prix de la course nouvelle des chars à 2 chevaux, et Eubotas de Cyrène celui du stade, Euarchippus étant éphore à Sparte et Euctémon archonte à Athènes, les Athéniens fortifient Tauricum. Thrasilus, de son côté, prend les vaisseaux qui lui ont été décrétés, arme de pelt 5000 matelots pour qu'ils puissent faire également le service des peltastes, et s'embarque au commencement de l'été pour Samos. Il y reste 3 jours, puis il cingle vers Pygéla. Il en ravage le territoire et fait le siège. Quelques habitants de Milet étant venus au secours des assiégés, poursuivent les troupes légères athéniennes qui se trouvaient dispersées. Mais les peltastes et 2 loches d'hoplites viennent soutenir les troupes légères, tuent tous les Milésiens, sauf quelques-uns,
s'emparent de 200 boucliers et élèvent un trophée. Le lendemain, ils cinglent vers Nocium. Et après y avoir fait leurs préparatifs, ils se dirigent sur Colophon. Les habitants de Colophon se rangent de leur parti. La nuit suivante, ils font une invasion en Lydie, où le blé était mûr, incendient plusieurs villages et s'emparent de l'argent, des esclaves et d'un riche butin. Le Perse Stagès, qui était dans la contrée, profitant du moment où les Athéniens étaient dispersés hors du camp pour butiner à leur compte, fond sur eux avec sa cavalerie, leur fait un prisonnier et leur tue 7 hommes. Thrasilus, après cet exploit, ramène ses troupes à la mer, afin de voguer vers Éphèse. Tissaphernes, devinant son dessein, rassemble une nombreuse armée et dépêche des cavaliers pour exhorter tout le monde à venir à Éphèse défendre Diane. Thrasilus, 17 jours après l'invasion, fait voile vers Éphèse et débarque ses hoplites près du Coressus. Mais il fait demeurer la cavalerie, les peltastes, les épibates et le reste des troupes près du marais, de l'autre côté de la ville. Et, au point du jour, il fait avancer ses 2 corps d'armée. Les troupes de la ville marchent à leur rencontre, renforcées des alliés commandés par Tissaphernes et des Syracusains, appartenant soit aux 20 vaisseaux nommés plus haut, soit à 5 autres qui se trouvaient arrivés récemment avec les stratèges Euclès, fils d'Hippon, et Héraclide, fils d'Aristogène. Ajoutons-y 2 vaisseaux de Célinonte. Toutes ces troupes marchent d'abord contre les hoplites campés près du Coressus. On les met en fuite, on en tue près de 100, et après avoir poursuivi les fuyards jusqu'à la mer, on se trouve contre les troupes du marais. Là aussi, les Athéniens sont mis en déroute, et il en périt près de 300. Les Éphésiens élèvent un trophée sur le champ de bataille et un autre près du Coressus. Ils donnent des prix de valeur aux Syracusains et aux Célinontains, soit en général, soit à plusieurs en particulier pour leur bravoure, et ils accordent à jamais l'immunité des impôts à ceux qui voudront se fixer en cet endroit. Les Célinontains, dont la ville avait été détruite, reçoivent également le droit de cité. Les Athéniens relèvent leurs morts à la faveur d'une trêve, s'en retournent à Nocium, leur donnent la sépulture et font voile vers Lesbos et les Lesbons. Pendant qu'ils mouillent devant Métymne, ville de Lesbos, ils voient 25 vaisseaux syracusains qui revenaient d'Éphèse. Ils leur courent sus, en prennent 4 avec leurs équipages, et poursuivent le reste jusqu'à Éphèse. Thrasilus envoie à Athènes tous les prisonniers, sauf l'Athénien Alcibiade, qu'il fait lapider. C'était un cousin et un compagnon d'exil d'Alcibiade. De là, Thrasilus cingle vers Sestos avec le reste de l'armée. De Sestos, l'armée entière passe à Lampsaque. Cependant arrive l'hiver, durant lequel les Syracusains, enfermés dans les carrières du Pirée, creusent le roc, s'évadent de nuit et s'enfuient, les uns à Décélie, les autres à Mégare. À Lampsaque, Alcibiade veut rassembler toutes ses troupes en un seul corps. Mais ses anciens soldats ne veulent pas être réunis à ceux de Thrasilus, n'ayant pas été vaincus, et ceux-ci venant d'essuyer une défaite. Ils passent tous l'hiver à Lampsaque, s'y fortifient, et font une expédition contre Abydos. Pharnabase vient au secours de cette ville avec une nombreuse cavalerie. Il est défait et mis en fuite. Alcibiade le poursuit avec ses cavaliers et 120 hoplites commandés par Ménandre, jusqu'à ce que l'obscurité lui dérobe les fuyards. Depuis ce combat, les soldats se mêlent et l'on fraternise avec les troupes de Thrasilus. Il se fait encore cet hiver quelques excursions sur le continent, dans lesquelles on ravage le pays du roi. Dans le même temps, les Lacédémoniens laissent se retirer librement, à la faveur d'une convention, les Ilotes révoltés, qui s'étaient retirés et mêlés à Coryphasium. Vers la même époque, les Achéens trahissent les colons d'Héraclée Trachinienne, dans un combat général contre les Étéens, leurs ennemis, de sorte qu'il en périt près de 700 avec Labotas, Armoste de Lacédémone. Ainsi finit cette année, dans laquelle les Mèdes, qui s'étaient révoltés contre Darius, roi des Perses, rentrèrent sous son autorité.
Chapitre 3, 408 avant Jésus-Christ. L'année suivante, le temple de Minerve à Phocée est frappé de la foudre et réduit en cendres. Sur la fin de l'hiver, Pentaclès étant Éphore et Antigène Archonte, au commencement du printemps, la 22e année de la guerre, les Athéniens cinglent vers Proconèse avec toute l'armée, vont de là mouiller devant Byzance et campent devant Chalcédoine. Les Chalcédoniens, informés de l'arrivée des Athéniens, avaient déposé tout leur avoir chez les Thraces de Bithynie, leurs voisins. Alcibiade prend avec lui quelques hoplites et sa cavalerie, fait longer la côte aux navires, se rend chez les Bithyniens et demande les trésors des Chalcédoniens. En cas de refus, il déclare la guerre. On les lui livre. Alcibiade, de retour au camp avec son butin et la garantie d'un traité, fait investir Chalcédoine d'une mer à l'autre par toute l'armée et ferme le fleuve autant que le peut un rempart de bois. Alors Hippocrate, Armoste Lacédémonien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.